Voilà, messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial délocalisé. Le Gabon accueille le 1er et le 2 mars le One Forest Summit, un sommet qui a pour objectif de faire progresser l'ambition de la protection et de la gestion durable des forêts tropicales. Et en prélude à l'événement, plusieurs réunions se tiennent au sein de la capitale gabonaise. Entre autres, parmi ces réunions, nous avons cette rencontre des scientifiques dans le nord de la capitale gabonaise. Et avec moi, pour revenir un peu sur ces questions scientifiques, Monsieur Nicolas Barbier, il est chercheur à l'IRD, l'Institut de recherche et de développement de Paris, pour le développement de Paris en France. Bienvenue sur ce plateau de Gabon 24. Merci beaucoup de me recevoir. Alors, Monsieur Barbier, peut-être nous édifier un peu sur les travaux que vous menez actuellement dans le bassin du Congo. L'IRD, auparavant l'Orstom, intervient en Afrique centrale, par exemple, depuis au moins 75 ans. Et nous essayons de continuer vraiment cette recherche en partenariat avec les instituts, les universités et même les institutions étatiques sur place pour essayer de faire avancer ces questions de mesure, de compréhension de ces phénomènes de changement climatique, d'impact sur la forêt. Oui. Et donc, travaillons au Cameroun, au Gabon, dans d'autres pays de la sous-région. Et c'est vraiment aussi un appui, notamment via des thèses de doctorat, un appui à la recherche qui nous tient vraiment à cœur. Alors, depuis un moment, on parle beaucoup plus de séquestration de carbone au niveau de cette forêt du bassin du Congo. Peut-être nous édifier un peu plus par rapport aux travaux que vous menez dans le cadre du cycle du carbone. Donc, à la fois en Afrique et sur d'autres continents, Oui. nous essayons vraiment de mettre en place des méthodes de suivi de la forêt qui sont un peu originales. Il y a les approches traditionnelles où on va mesurer des arbres, comment ils grandissent. Mais aujourd'hui, avec les méthodes de télédétection par satellite, mais aussi éventuellement rapprochées plus près de la canopée, on essaie de vraiment voir à l'échelle des saisons et entre les années comment la forêt évolue, peut-être en termes de productivité, de composition. Est-ce que des espèces commencent à changer leur comportement entre les saisons? À quel moment le maximum de productivité, si on pense aux feuilles comme des panneaux solaires, à quel moment ces panneaux sont mis en place et sont-ils le plus efficaces pour stocker le carbone? Et est-ce que ça, c'est en train d'être impacté par le changement climatique ou l'utilisation ou les impacts humains sur ces forêts directement? Et entre autres résultats que vous avez déjà obtenus, on peut citer? Alors, on essaie de publier ces résultats au fur et à mesure, mais évidemment, ça me prend beaucoup de temps de mettre en place ces suivis. Et c'est ça, peut-être une des faiblesses maintenant dans le bassin du Congo en particulier, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de sites permanents où on vient remesurer régulièrement, où on mesure les échanges de gaz à effet de serre comme les tours à flux. Donc il y a vraiment une faiblesse, il y a eu une perte au fil des décennies de tous ces dispositifs, même au niveau des rivières, les jauges, le climat, comment mesurer la météo, parce que sans toutes ces données-là, je ne peux pas facilement vous répondre pour vous dire est-ce que ces forêts sont en train de changer. Et non, on essaie vraiment de renforcer les capacités de suivi. Oui, mais dans le cadre des objectifs que vise ce genre de réunion à laquelle vous participez ici dans le nord de la capitale gabonaise, il y a également le soutien ou du moins la coopération entre différents scientifiques, par exemple entre vous Français et les Gabonais. Est-ce que vous avez parlé de renforcement des capacités, mais au-delà, qu'est-ce qui se fait pour améliorer les résultats que vous pourrez avoir sur le terrain? Alors, un aspect vraiment important, évidemment en dehors du financement, mais c'est la coopération entre les instituts, entre les pays. Et ça, c'est aussi un aspect quand on est en manque de ressources, de moyens. Souvent, les gens sont obligés de travailler dans leur coin et évitent parfois même de collaborer avec le collègue qui est dans la même université parfois. Et donc, je pense que dans la suite de ce One Forest Summit, il faut très fortement encourager au travers, par exemple, de financements qui sont nécessairement entre pays, entre institutions, obliger les gens à travailler ensemble, parce que les compétences sont déjà là, on le voit aujourd'hui. Il y a des gens très compétents dans la région, mais voilà, c'est cette pauvreté dans les échanges et dans la collaboration qu'il nous faut renforcer en priorité. C'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter après ces assises du One Forest Summit. Il n'y a que aujourd'hui, le bassin du Congo est le premier poumon vert de la planète. Est-ce que par rapport aux travaux que vous menez sur le terrain, cela s'avère?
Bon, est-ce que c'est vraiment une compétition de celui qui a le plus gros poumon? Et surtout, est-ce qu'on a suffisamment de données, comme je vous disais, pour pouvoir étayer ces affirmations-là? Bon, certainement, ce sont aussi des, des résultats qui font vendre des gros articles, mais je pense que plus sérieusement maintenant, il faut, comme je vous le disais, bâtir ce réseau d'observation, Oui. pouvoir aller au-delà de juste la mesure de la forêt, pour voir qu'est-ce qui se passe entre la forêt et le sol, entre le sol et les rivières, entre la forêt et l'atmosphère, pour pouvoir commencer aussi à paramétrer des modèles qui vont permettre de prédire ce qui va se passer dans le futur. Peut-être qu'aujourd'hui, cette forêt stocke un peu plus, mais est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, on ne va pas avoir une bascule brutale? Donc, il faut être très prudent. Avant-gardiste et puis... Il faut être très prudent, surtout et avec ce genre de prévision ou d'affirmation et savoir que même si ces forêts sont résilientes en tant que telles, si on commence à abattre les arbres, à exploiter beaucoup plus, à lancer des exploitations industrielles à grande échelle, ce ne sera plus le cas. Donc il y a plusieurs aspects qui ne sont pas que le changement climatique, mais aussi le changement global, l'occupation des terres et notre mode de consommation. En Occident ou même ici, tout le monde veut un certain confort de vie. Mais est-ce que la planète est capable de supporter ce confort-là tel que nous l'entendons? Alors, depuis Copenhague et même à d'autres COP, on parle de la question du climat, de la question de la préservation des forêts. On se bat toujours pour la même question, mais on a l'impression que les rencontres se succèdent et on n'évolue pas vraiment. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que ce sont les scientifiques qui ne donnent pas assez d'arguments aux politiques pour débloquer les financements, par exemple? Bon, je crois vraiment que les arguments sont là. Là, il n'y a pas de doute, les données, même dans le bassin du Congo, malgré les carences que je vous disais, là, c'est pour vraiment ajuster en finesse les prévisions. Mais on sait ce qu'on fait à la planète et on sait que beaucoup de ces décisions parfois ne sont pas appliquées. Donc tant qu'on est un peu dans cette hypocrisie-là de est-ce qu'on agit vraiment ou est-ce qu'on est seulement en train de se dire bon, promettons des financements, essayons de voir, de parer au plus urgent et on verra si on trouve une solution miracle après pour stocker ce carbone, le piéger ou renvoyer les rayons du soleil dans l'espace. Mais pour l'instant, ces solutions miracles n'existent pas et c'est peut-être à nous de nous remettre en question. Et alors, quand vous vous remettez en question, qu'est-ce qu'il faut faire, peut-être pas dans l'urgence, mais dans le court, le moyen et le long terme? Ouais, c'est sans doute pas aux Africains qu'incombe la plus grande responsabilité dans les émissions de carbone historiques. On émet le moins. Oui. Et donc, mais globalement, nos modes de consommation, les limites planétaires, ce n'est pas que pour le carbone ou la biodiversité ou la pollution chimique ou l'eau, etc. La consommation de viande, toutes les façons dont on impacte la planète nous alertent sur le fait qu'il y a un problème systémique. Et ce n'est pas juste le climat ou le carbone, mais c'est plus global sur tout un mode de fonctionnement où on ne regarde pas d'abord comment on impacte avant de penser au développement économique. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour la recherche au niveau du bassin du Congo, mais il y a certainement des avantages aussi à faire de la recherche dans cette grande forêt tropicale. Mais oui, c'est une aventure humaine extrêmement enrichissante où on peut travailler avec des collègues qui sont passionnés et des jeunes étudiants qui ont vraiment envie d'aller de l'avant. Oui. Et donc moi, c'est un plaisir depuis même mon enfance de vivre et de travailler en Afrique et de se dire que peut-être ici, on peut contribuer aussi à un changement des mentalités, à un changement en termes d'amélioration des compétences. Et donc voilà, nous sommes vraiment là pour essayer de continuer à collaborer avec les instituts comme nous l'avons fait depuis des décennies. Et nous espérons pouvoir rester dans le paysage et vraiment contribuer à cette coopération. Quelles sont vos attentes pour le One Forest Summit? Alors, ça, j'espère qu'on pourra plutôt aller vers plus de collaboration, de coopération, de structuration, créer des centres d'excellence dont les pays de la région puissent profiter, créer des moyens de financement dont les pays de la région puissent profiter et pas juste obtenir des financements pour des institutions du Nord pour venir faire leur recherche et repartir. Il y a vraiment cette
collaboration, ce travail en commun qui me paraît le plus important. Et j'espère que ça aboutira là-dessus. C'est vrai que vous travaillez de façon globale sur les forêts du bassin du Congo, mais peut-être s'il fallait faire des comparaisons entre les pays, est-ce qu'il y a des pays qui s'en sortent plutôt le mieux dans ces pays dans ces pays qui ont leurs forêts constituées ou contenues dans la forêt du bassin du Congo? En fait, les contextes de chaque pays sont très différents. Donc, on ne peut pas dire celui-là s'en sort mieux. Par exemple, le Gabon a une population plus réduite et avec les efforts politiques qui ont été faits, peut se vanter d'avoir vraiment préservé de grands espaces forestiers, d'avoir 88% du territoire gabonais forêt plus intacte. Couvert de forêt, oui. Voilà, donc ça c'est vraiment extraordinaire et c'est quelque chose à mettre en évidence. Mais le contexte est ce qu'il est, avec des moyens qui sont peut-être plus conséquents, une population plus réduite. D'autres pays ont d'autres avantages. Je travaille beaucoup au Cameroun. Il y a aussi un secteur académique très dynamique où, avec cette structuration dont je parlais, on peut certainement aussi faire des choses avec tout ce dynamisme. La RDC, un trésor, un immense pays avec énormément de ressources, mais aussi tout un secteur académique qui cherche à se structurer. Donc je pense que chaque pays essaie de jouer un peu de ses avantages et de sa population et de se mettre un peu sur cette dynamique positive, d'arriver peut-être à mieux comprendre, à mieux étudier et à mieux préserver ces forêts. Alors, Monsieur Nicolas Barbier, peut-être pour terminer, qu'est-ce qu'il faut retenir de votre participation à cette réunion scientifique déjà, mais également au One Forest Summit? Ce n'est pas à moi de dire ce qu'on retiendra de ma présence. La participation de l'IRD. Voilà, mais bon, nous sommes très contents d'être là, d'avoir été conviés. C'est important pour nous, que ce soit l'IRD ou le CIRAD, des instituts qui sont en Afrique centrale, qui pour la France essayent de contribuer à leur façon depuis longtemps, de montrer qu'ils sont sur la scène et qu'ils veulent participer en collaboration avec d'autres pays du Nord, avec d'autres instituts du Nord, mais surtout avec tous les partenaires du Sud. Et c'est ça que je trouve très riche dans cette réunion scientifique ici, c'est d'avoir réuni un peu tous ces partenaires autour de la table et de ne pas venir avec juste une partie des acteurs, quoi. Merci beaucoup à vous, Nicolas Barbier. Je rappelle que vous êtes donc chercheur à l'Institut de recherche pour le développement en France. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24 dans le cadre de ce One Forest Summit organisé par le Gabon et la France.